Je vais vous présenter ou résumer des conclusions tirées d'études au pluriel, de recensement au pluriel qu'on avait mené sur le cours total de la Loire avec toute une équipe. On a été jusqu'à une dizaine pour faire les dénombrements et puis ensuite pour interpréter. Sur cette première vue, on voit que la Loire est quand même un cours actif qui continue de manifester l'érosion, les dépôts de gravier, etc. Je ne sais pas exactement d'où elle a été prise, cette photo aérienne, mais c'est dans la Loire moyenne et on est dans un secteur à tresse, un- comme l'appellation habituelle est à court, les tresses parce que la rivière est mobile et décrit des chenaux parallèles mobiles entre différentes îles. Certains géographes ont comparé ça à des tresses. Voilà. Bien. Alors, pourquoi? Voilà. Euh, pour étudier les oiseaux d'un cours d'eau, quels sont les caractères de cet écosystème? Eh bien, il est linéaire, nous sommes d'accord, et il y a un gradient amont-aval. C'est original parce que ça veut dire que les caractères vont se transformer progressivement de la source à l'embouchure, un gradient, et ce gradient concerne aussi bien les conditions d'habitat, l'eau, les berges, la vallée, on va en dire un mot, que les communautés biologiques. Donc, si vous voulez, on a un milieu qui se transforme progressivement. Alors, dans le cas de la Loire, ça sera sur 1000 km. Sur une petite rivière, c'est moins, mais quand même, il y a toujours un gradient. Alors, voilà un gradient type, excusez-moi, un gradient type dont j'ai résumé là, mais quelques-unes des caractéristiques principales. Alors, de l'amont à l'aval, la pente, normalement décroît, hein, parce que sinon la rivière circulerait dans l'autre sens. Voilà, donc la pente décroît. La vitesse du courant, évidemment, comme la pente, décroît aussi. Le substrat, en conséquence, se modifie. Au début, la rivière est capable de transporter des gros blocs, éventuellement. Plus bas, des galets, ensuite des graviers, le sable et les limons. En raison de la vitesse du courant, les particules minérales transportées ou organiques à la limite dans les limons, transportées par la rivière, sont de plus en plus fines. Voilà, ça c'est caractère très général. La température de l'eau augmente en moyenne, hein. Il y a des petites exceptions, mais ça augmente. Et la teneur en oxygène dissous de la flotte diminue, ce qui est important pour la respiration des organismes aquatiques. Voilà. Alors, les géographes notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaient mis des noms sur les différentes zones. Zone de torrent en amont, puis des tresses, là où la rivière est la plus mobile, des anastomoses, quand il y a peu de bras encadrant de grandes îles, et puis des méandres, si la pente est suffisamment faible, la rivière à ce moment-là circule en méandre. Voilà. Bien entendu, quand il y a des ressauts dans la pente de la montagne, par exemple, on peut se trouver avec un replat où la rivière fera quand même des méandres dans la partie amont, etc. C'est une vue moyenne, ça, hein. Mais si vous voulez, en moyenne, si la pente décroît régulièrement, on a ces zones qui se succèdent. Et alors, les pêcheurs, les spécialistes des poissons, depuis longtemps, ont défini des zones avec des espèces repères qui se succèdent d'amont en aval, la zone à truite, puis zone à ombre, breu, hein, ombre, ombre commun, la zone à barbeau, qui est le premier des cyprinidés d'eau courante, et puis des zones à brème, la brème étant un poisson des eaux très calmes. Voilà. Ces zones ont été définies il y a longtemps, on va y revenir, les voilà, par exemple.
Sur la Saône, par exemple, elle a été vérifiée, zone à truite en amont. Quand la Saône sort de sa source dans les Vosges, il y a une toute petite zone à truites, un petit ruisseau où il n'y a pratiquement que des truites, qui rapidement devient une zone à ombre. L'ombre devient l'espèce repère principale, qui rapidement devient une zone à barbeaux. Puis après, il y a une très grande zone à brème, parce que la Saône est une rivière extrêmement calme qui perd son peu d'altitude très rapidement au début, puis qui ensuite coule de façon très plate jusqu'à Lyon. Voilà. Et alors, c'est Jean Rocher, à qui j'avais confié cette idée de thèse jadis, qui a entrepris de recenser les oiseaux, un peu comme on l'avait fait sur les poissons, hein, sur des cours d'eau pour vérifier quel était le gradient ornithologique. Et dans sa thèse, il l'a fait sur 675 km de cours d'eau, c'était la Saône en entier, de sa source à Lyon, 400 et quelques kilomètres, et trois de ses affluents. Voilà. Alors, il a appliqué la méthode ponctuelle des IPA, qu'on jusqu'à présent on appliquait surtout en forêt, sur 225 stations ponctuelles d'écoute, et elle s'est avérée très efficace et précise le long de ses milieux linéaires. Un milieu linéaire, on pourrait penser que ça peut s'étudier en circulant le long de la berge. Ben non, ça ne va pas du tout parce qu'on est sans arrêt arrêté. Il y a une propriété privée, il y a une forêt, il y a des escarpements, il y a un taureau dans un pré, etc. C'est pas possible. Voilà. Bon. Donc, des points par contre, régulièrement espacés, ça, ça s'est avéré très efficace. Dans ses conclusions, Jean a notamment montré que la distribution des oiseaux était la même le long des trois cours étudiés, qu'il y avait aussi un gradient d'avifaune amont-aval. Et puis, plus loin, plus intéressant, il a montré que ces zones successives, ils sont reconnaissables aussi par des espèces repères, le 5, le chevalier guignette, les sternes, la foulque. On pourrait y avoir de temps en temps des espèces synonymes, analogues, par exemple sterne ou petit gravelot, mais qui sont analogues aux zones piscicoles de Huette, hein, définies par le Belge spécialiste des poissons. Et ça m'a semblé une conclusion très intéressante. Voilà. Donc on a maintenant ce schéma sur la Saône, toute petite zone à 5, toute petite, mais elle est réelle. Il y a une petite zone à ombre, pareil, pas grande, et ensuite une assez grande zone à barbeaux, quand il y a un courant moyen, et puis une immense zone à foulque, qui est encore accusée par le fait que la Saône a été canalisée sur plus de la moitié de son cours et que ça contribue à ralentir le courant, hein. Voilà. Donc c'était les, les, les principales conclusions, s'il faut les dire en deux mots, de la thèse de Jean Rocher, et on a décidé avec une équipe euh, d'étendre l'étude à des grandes rivières, des grands cours d'eau, et notamment à la totalité de la Loire. On a fait également l'Allier en parallèle, mais j'en parlerai pratiquement pas aujourd'hui, hein. Alors la Loire, bon, bah, il y a la source, enfin, c'est pas vrai, il y en a trois ou quatre avec un bistrot à chaque source, mais bon, on en a choisi une, hein. Au premier kilomètre, voilà le fleuve Loire, hein. Donc ça, c'est une petite rivière à truites, avec des petites truites, hein, à peu près tout ce qu'il y a comme poisson, mais il y a du 5, hein. Au kilomètre 44, on a déjà une rivière qui creuse dans des gorges et qui est beaucoup plus importante. Un peu après Orléans, on a une Loire qui transporte des grands bonnes graviers. Et puis, Calumet 800, les graviers commencent à bientôt céder la place au limon. Et voilà. Bon, quelques photos. Alors, ça fait 1012 km de long. On peut discuter sur le 1012, ça dépend à quelle échelle on mesure la longueur, mais en gros, c'est 1000 km avec 1400 mètres de dénivelé, ce qui est pas mal.
Et ce qui caractérise peut-être ce fleuve, c'est que la pente est forte et régulière sur un long parcours en plaine. La Loire arrive en plaine encore avec une bonne pente. Vous voyez, jusque-là. D'ailleurs, pour ça qu'elle n'est pas si facilement navigable que ça. Et les confluences ne changent rien dans son tracé. Vous voyez, Orléans est un peu après le milieu. L'estuaire doit faire pas loin de 80 km, là où l'influence marine se fait sentir. Et il y a quand même deux barrages. La Loire n'est pas complètement un fleuve sauvage. Deux gros barrages, barrage de Grandjean et celui de Villeray. Même à l'échelle de ce schéma, il se voit les barrages, vous voyez, hein, c'est quand même pas rien. Entre les deux, il y a la plaine du Forêt qui amène des oiseaux sur les bords de la Loire. Vous voyez, hein, bon. Mais voilà le schéma. Le bassin versant de la Loire fait 1/6 du territoire français. C'est quelque chose, hein. Bon. Alors la pente, j'y reviens parce que c'est très important. La Seine ou la Saône sont des rivières dont la source est vers 500 mètres assez basse, qui perdent leur altitude tout de suite, puis qui ont ensuite un immense parcours presque plat. Voilà, les rivières, Saône, Seine, c'est à peu près le même profil, et qui arrivent en pente à la mer en pente extrêmement douce à la mer ou au Rhône pour arriver à Lyon. Alors, la Loire se rapproche plus de la Garonne, sans bien sûr avoir autant de pente que la Garonne qui a un cours plus court, mais quand même, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, elle perd de l'altitude, mais après, elle en perd moins, et puis elle a cette pente jusqu'en bas. Alors voilà quelques images pour illustrer ce que je disais du substrat, hein. Euh, à l'amont, on a des blocs qui peuvent être énormes. Alors on est surpris quand on voit la taille de la rivière et de voir qu'elle a pu transporter et arrondir des blocs de cette taille, mais il faut penser aux crues. Il y a des crues très importantes par moment, et ce sont elles qui modèlent le paysage fluvial plus que d'autres, les grosses crues, hein. Voilà. Vers le Puy-en, non, en amont du Puy-en-Velay, au kilomètre, mettons, 80, on aura un lit de galets, vous voyez, hein, sur lequel poussent des petits saules. Puis après, à l'aval, du sable. Alors là, sur des centaines de kilomètres, de gravier, puis du sable. Alors, l'inventaire des oiseaux. On s'est limité aux oiseaux nicheurs, on a réuni une équipe. L'objectif, premier objectif, c'était de décrire de façon quantifiée avec des listes d'espèces et des indices d'abondance, le gradient amont-aval des peuplements d'oiseaux nicheurs. Et puis, on l'a réalisé, la prétention ensuite de revenir, faire le même recensement pour voir les changements interannuels subis par ces peuplements. Alors, on a conservé la méthode de l'indice ponctuel d'abondance. Euh, on a pris un échantillon d'un point tous les 5 km. Voilà. On aurait pu discuter, faire un peu mieux, mais on a fait un peu systématiquement. Voilà. Et puis finalement, oui, on a fait 4 campagnes tous les 6 ans, une en 89-90, enfin on mettait 2 ans pour faire chaque campagne. L'autre 6 ans après, et la dernière en 2011. Au total, on a contacté jusqu'à 174 espèces d'oiseaux, dont un bon quart d'oiseaux d'eau. Alors, les oiseaux d'eau sont définis comme les oiseaux dont l'habitat est aquatique, hein. C'est la définition souvent admise maintenant. Du temps de Paul Paris, par exemple, pour prendre un ancien ornithologue bourguignon. L'oiseau d'eau, c'était celui qui avait des palmures, qui rentrait dans l'eau, etc. Mais non, on a élargi la rousse relève arvate qui ne touche jamais l'eau. C'est un oiseau d'eau parce que elle ne peut pas se passer des phragmites qui, elles, dépendent de l'eau, hein. Donc voilà. Donc l'oiseau d'eau
Pratiquement, il y a un ou deux cas où on peut discuter, bien sûr. Est-ce que jusqu'où le guêpier est un oiseau d'eau, par exemple, on pourrait, hein. Mais il a besoin de la rivière pour faire des falaises où il creuse son nid, il mange énormément de libellules. Bon, voilà, il est à la limite de cette définition, mais il y en a une cinquantaine qu'on peut assez facilement classer comme oiseaux d'eau. Puis les autres sont des oiseaux terrestres, parce que quand on fait un nid pas sur le bord, bien sûr, on se tourne vers la rivière parce qu'on voit passer un canard, une aigrette, etc. Il y a ce qu'on voit en plus de ce qu'on entend, mais on entend tout ce qu'il y a dans les champs derrière, dans les bois, etc. Et donc, euh, on dénombre énormément d'oiseaux terrestres. Alors, pour interpréter les IPA, on a un petit problème quand on est le long d'un gradient, parce qu'on a des IPA successivement dispersés, alignés, et qu'un IPA tout seul, c'est insuffisant pour décrire le peuplement d'un milieu. L'IPA, c'est un, un compte d'oiseaux social qui demande à être groupé. Et quand on veut, par exemple, étudier une parcelle forestière, on fait 10 à 12 IPA à l'intérieur d'une parcelle pour en tirer des moyennes. Et de cette façon, on limite les aléas de chaque indice ponctuel où il y a éventuellement une espèce ou deux qui ont raté. Alors, on a interprété les IPA en les groupant par 3 ou par 5, plus souvent. Chaque point est moyenné avec les 2 points aval et les 2 points amont, si vous voulez, hein. Et on a une moyenne sur 5. Et ensuite, on fait glisser la moyenne d'un cran vers le bas et on refait la même opération pour l'IPA qui est à l'intérieur. Donc, avec cette méthode, on, on a des courbes qui sont beaucoup plus lissées et avec moins d'aléas que si on interprétait les IPA isolément. Les... Par ailleurs, je ne l'ai pas indiqué là, en chaque point, on remplit une fiche de description du milieu. Ouais. C'est une feuille, une feuille A4 où il y a toutes sortes euh, de caractères qui sont notés. Alors, certains seront remplis euh, au labo, si vous voulez, ou chez soi, si vous voulez, hein, sur carte, par exemple, l'altitude, la largeur de la rivière, ça se mesure bien sur carte. Et puis d'autres sont au contraire notés sur le terrain. Est-ce qu'il y a des escarpements sableux? Quelle est la végétation des berges? Est-ce qu'il y a de la végétation immergée, etc. Voilà. Donc il y a une fiche de description. Alors, je continue. Alors voilà un premier résultat. Je ne sais plus sur combien de passages ça a été tracé, cette courbe, hein, sur plusieurs passages qui ont été probablement moyennés, comme on dit poliment. Donc, voilà la richesse, c'est-à-dire nombre d'espèces, hein, la richesse spécifique totale. Voilà, toute espèce confondue, les terrestres et les aquatiques. Alors évidemment, alors là, la source, en altitude, on a moins d'espèces qu'en plaine, ça c'est pas un scoop. On a ensuite des zones de plus riches que d'autres sans qu'on interprète toujours complètement. Et puis une zone moyenne très riche, et puis une perte quand on arrive vers l'estuaire, parce que les rives sont moins hospitalières, il y a un énorme plan d'eau, et même s'il y a des oiseaux de mer qui viennent, il y a une perte Sûr, il est aussi. sûr dans le titre de. Donc, quel film d'Alexandre Aja est le remake d'un film de Mescalon de 1979. Histoire Dieu. Il y a les yeux dedans. Alors là, on a Je suis pas l'influence du barrage. magnifique, ça. Moi, Si on regarde les espèces aquatiques, on a le barrage de Grandjean qui est assez petit, avec une perte d'espèces aquatiques, et le barrage de Villeray est très grand, celui qui est près de Roanne.
Et là aussi, il y a une perte d'espèces aquatiques parce que les barrages sont des blancs d'eau presque morts, où la végétation, les rives sont souvent très peu hospitalières pour les oiseaux, et l'absence de courant, etc., fait qu'il y a une chute du nombre d'oiseaux d'eau au niveau des plans d'eau des barrages. Et puis là, bien sûr, il y a les oiseaux marins qui donnent un petit plus, mais qui ne suffit pas à remplacer l'absence d'espèces terrestres riveraines. Voilà. Bon, on a des schémas comme ça assez facilement quand on met les 198 points ensemble. Alors là, c'est une analyse maintenant, une AFC, une analyse factorielle des correspondances, que je serais infichu de refaire aujourd'hui parce que je ne suis pas assez bon en manipulation de ce type, mais dans notre équipe, il y en a qui l'ont faite, et on a mis dans la machine uniquement les indices d'abondance d'oiseaux. Voilà, uniquement. Et en mettant uniquement les abondances d'oiseaux, les IPA, ici groupés par 5, hein, puisqu'on a 5 km, 20, 35, etc. On avait un petit peu simplifié pour ne pas avoir une multiplication de points, hein. Eh bien, on retrace, on obtient cette dispersion. Alors, l'altitude reste un facteur majeur au début. Vous voyez, 5, c'est à 5 km de la source, 20 km, 35, on est à 35 km de la source. Déjà, les oiseaux nous disent que c'est dans cet ordre-là que ça se classe. Et on a pratiquement un lot là qu'on appelle la Loire de haute montagne sur 80 km. Voilà. Ensuite, on passe à un deuxième paquet. C'est un peu plus bas. Le Puy-en-Velay doit être par là, etc. On a déjà la basse montagne ou des collines sur 40 km. Puis ensuite, on a tous les autres points de la Loire de Plaine sur 800 km qui se trouvent au même endroit. Oui. Donc un énorme paquet de points sur 800 km où les aviphones sont très semblables. Voilà. Et puis quand on commence à sentir l'air marin, eh bien ma foi, à l'estuaire, sur 80 km, on a les points qui s'organisent aussi dans l'ordre du courant. Pardon. Vous voyez? Voilà. Salinité de plus en plus forte. Alors là, bien sûr, on va avoir, mettons, un goéland marin qui va peser sur le total, etc. Mais la salinité joue sur la fin. Bon, ça nous montre quand même que donc les oiseaux traduisent dans leur abondance et dans leur liste le cours de la loi, retracent le cours de la loi. Alors, voilà maintenant je ne sais pas si je peux effacer ce qu'il y a là-haut. Non. Bon. On ne verra pas le haut. Bon, bah, tant pis. Un schéma. Déjà, sans mettre les zones, où on a placé tous les oiseaux d'eau. Hein. Je ne mettrai pas je vous présenterai pas le même schéma pour les oiseaux terrestres, qui seraient d'ailleurs très, très nombreux, hein, plus compliqués. Mais pour les oiseaux d'eau qui sont quand même dans une rivière, typiquement des indicateurs majeurs, on a effectivement une succession des espèces. Les espèces sont rarement distribuées sur le cours entier. Alors, en noir, c'est le barycentre, le point centre de gravité de la distribution pour une espèce. Alors, regardons le héron cendré, qui est le plus ubiquiste de tous. Voilà, il est là. Eh bien, son barycentre est à, vous ne pouvez pas le lire, mais je vous le dis, 500 km, pile. C'est-à-dire qu'il est exactement centré sur le lit de la Loire. Il va aussi bien
son abondance est distribuée aussi bien en aval qu'en amont. Il va même jusqu'à la source, manger de temps en temps une petite truite. Oui, ouais, de temps en temps. Il y en a moins, mais quand même. Donc voilà, on a le barycentre et la distribution. Alors il y a assez peu d'oiseaux qui ont une distribution aussi étendue. Il y a le canard colvert, c'est pas loin. Et puis il y en a, la plupart des autres ont des distributions plus hachées avec des trous, etc. Voilà. Et dans le fond, il y a un gradient assez régulier des espèces, hein. Il n'y a pas un endroit où il y a plein d'espèces, puis après des trous, etc. Il y a une distribution régulière. Alors maintenant, si on met nos indicateurs de zone, le 5, le plongeur est là-haut, on va y revenir après, on le verra mieux. Excusez-moi pour le 5. Ah ben voilà, merci. Le 5 plongeur est le champion de l'amont. Lui, dans la distribution, est le plus en amont. Voilà. Il est, son barycentre n'est pas tout à fait à la source, parce qu'à la source, quand même, la densité de 5 n'est pas terrible, mais elle est plus forte plus bas. Et puis, rapidement, il disparaît. On n'y revient là. La bergeronnette des ruisseaux aurait pu concurrencer, mais quand même, elle, elle s'étend plus vers l'aval. Il suffit d'une petite cascade de rien du tout là, pour qu'il y en ait un couple, et donc elle va un petit peu plus bas vers l'aval. Ceci dit, ce sont les deux oiseaux de la zone des torrents. Alors après, on a des oiseaux qui sont là à cause de la plaine du Forez, qui nous amène un garde-bœuf, un héron pourpré, etc., mais qui, du coup, participent aussi de la vie faune de la Loire. Ils viennent pêcher, manger, se reposer sur la Loire. Et alors après, là, l'autre indicateur, c'est le chevalier guignette qu'on a retenu comme indicateur, euh, dont le centre de gravité est à 400 km. 400, voilà, hein. Et par contre, c'est assez remarquable sur la Loire et sur l'Allier aussi d'ailleurs. euh, il est très largement distribué. Il y a beaucoup de guignettes à la partie amont. Pardon, on va y revenir. Il y en a un peu moins dans la partie aval, mais il y en a quand même à la faveur des îles et de la végétation rivulaire, assez loin vers l'aval, presque jusqu'en bas. Donc c'est une des originalités, une des richesses ornithologiques de la Loire. Alors, ça c'est la deuxième zone, celle qui pour les pêcheurs serait la zone à ombre. Ensuite, la zone qui serait celle à Barbeau, c'est la Sterne Pierre-Garin, qui a été retenue ici, parce qu'elle est typique de cette zone, hein. On aurait pu prendre la Sterne naine, même sur la Loire, puisqu'il y en a, voire le petit gravelou, hein. Et on a ajouté une zone parce que depuis les travaux de huette sur les poissons, d'autres travaux avaient proposé une cinquième zone, la zone saumâtre, qui, pour les poissons, est le flette, un poisson qui remonte dans les rivières pour frayer, puis qui redescend à la mer. Et pour nous, les ornithologues, c'est assez facilement le tadorne de Belon qui peut symboliser cette zone. Voilà. Et alors, la foulque qui aurait fait la quatrième zone, hein, la zone des méandres, eh bien, on la met entre parenthèses parce qu'il n'y a pas de vraie zone à foulque sur la Loire. Voilà. Alors, d'abord, il y a deux parties. Il y a les foulques sur la Loire naturelle, et puis il y a les foulques sur les deux barrages du Haut, qui sont là, hein. Alors, évidemment, à cause de ces foulques sur les plans d'eau de barrage, le centre de gravité se trouve où il n'y a pas de foulque, hein, il est au milieu. Bon, si on le calcule comme normalement. Si on calculait le centre de gravité en excluant les barrages, il serait par ici, vers 500-600 km, mais quand même avec très peu de foulques. Il y en a très peu parce que c'est trop en pente, ça circule, il y a du gravier. Ce n'est pas vraiment une raison à foulque parce que la Loire arrive encore avec une bonne pente jusqu'à l'océan. Voilà. Alors, on a repris ça là-dessus. Voilà les distributions. Vous voyez le 5. Le guignette, qui est effectivement répandu avec plus d'abondance en amont, mais quand même. Une très grande zone à sterne. Et puis, le tadorne,
tout à la fin. Alors, voilà le 5. C'est assez schématique, hein. Il y en a sur jusqu'au Puy-en-Velay, puis après quelques couples dispersés un peu en aval, mais il y en a jusqu'à un petit 100 km. Voilà. Vous voyez, la bergeronnette, ça serait un peu plus bas, elle est moins exigeante en eau rapide et pure, et voilà. Alors, le chevalier guignette. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas son nid, il ne niche pas comme le gravelot sur du sable nu, hein. Pas question. Il niche presque toujours sous une touffe de végétation, vous voyez, comme sur cette photo, hein. Donc, il est à la limite de la gravière, si vous voulez, là où il y a des touffes de végétation qui commencent à s'implanter, et il niche là. Ça peut être aussi, même dans la zone du torrent, sur une petite rive étroite, et, comme celui-là. Et bon, bah, alors on peut trouver son nid, il faut un coup de chance, hein, observer son poussin, mais il y en a quand même régulièrement. Euh, Heureusement pour les dénombrés, les guignettes, quand ils sont, quand ils nichent ou quand ils vont nicher, ils font des parades en se poursuivant au bord avec des cris particuliers, et on les distingue assez facilement d'un simple guignette de passage. Voilà. Ça nous aide dans les recensements. Voilà. Alors, le martin-pêcheur, grande distribution, hein, qui prouve que, comme pour le héron, ce n'est pas du tout la nature des poissons qui va manger, qui oriente sa distribution. Là, il va manger des vairons, là, des chabots. Après, il mangera des ablettes, puis après des petits gardons, etc. Il change de proie, comme le héron cendré, d'un bout à l'autre du parcours. Mais il est gêné tout en haut et tout en bas. Alors, tout en haut, il ne niche pas au-dessus de 700 mètres d'altitude. Alors, il est vrai qu'il y a très peu de petites falaises sableuses dans la partie torrent, hein. Donc, ça peut être un facteur. Maintenant, peut-être aussi que l'eau est très froide. Bon, on n'a pas une explication complète. Puis alors, vers le bas, ben, il ne peut pas nicher parce qu'à l'estère, il n'y a pas la moindre petite falaise pour qu'il creuse son nid. Donc, en tant que nicheur, il n'y est pas, même s'il y vient en hiver, hein. Alors, les grèves, ben voilà, les sternes Pierre Garin, la sterne naine serait pareil, le petit gravelot, c'est quasiment pareil. La différence, c'est que les sternes, là, elles vont pêcher en mer, hein. Donc, elles sont comptées, forcément, mais elles ne nichent pas exactement à cet endroit-là. Mais voilà leur zone de nidification. Le Dicknam, c'est plus original, c'est la Loire moyenne. Euh, il y a des grèves et puis des prés caillouteux sur les bords qui lui plaisent. Bon, on pense que c'est une sorte de végétation puis qui lui plaît bien, peut-être aussi une granulométrie du substrat, mais sa répartition quand même est bien limitée. Alors les bergers rodés, avec bien sûr les rondelles de rivage. Alors évidemment, la distribution est en gros la même que pour les sternes ou le petit gravelot, pour la bonne raison, c'est que la rivière, elle creuse une berge et elle dépose sur le côté en face, hein. Donc vous avez le même processus d'érosion qui creuse les falaises ou niche les rondelles et qui dépose les graviers, les grèves où vont nicher les gravelots et les rondelles de rivage. Donc c'est normal qu'on retrouve la même distribution. Alors voilà, une berge érodée. La photo est prise sur l'Allier, hein. Ça a été publié dans Alauda en 2010 pour ceux qui chercheraient du détail. Et on l'a publié même avec la même photo prise 8 ans avant, mais je n'ai pas été fichu de la retrouver pour la mettre sur cette image-là, hein. Donc allez voir Alauda 2010, vous aurez non seulement cette image, mais la même 8 ans avant. Alors 8 ans avant, il n'y avait aucune végétation ici. C'était tout blanc de gravier. Le gravier venait d'être déposé. Il y avait du petit gravelot, la bergeronnette grise, quand même un couple de guignettes qui nichaient en bordure,
Et puis c'est tout. Alors que là, bien sûr, il y a toujours guêpier, rondelle de rivage, martin-pêcheur. Hein. Et 8 ans après, voilà ce que c'est devenu. Voilà le début d'une ripisylve qui s'est installée. Et là, il y a Hippolyte polyglotte, linotte, bouvreuil. Il n'y a plus de petits gravelots. Il y avait encore le guignette qui nichait en bordure, mais plus de petits gravelots. Et puis, en quelques années ou dizaines d'années, bah, ça va grandir et puis on va à nouveau changer d'avis. Voilà. Donc, ce sont des rivières très actives, très actives. Alors, la végétation aquatique, là, c'est pas bon, la Loire. Faible abondance de brans des roseaux, faible abondance de rousseaux et farvates, sauf au niveau de l'estuaire où là, on va trouver quelques roselières. Voilà. Mais autrement, ça, c'est rien du tout. Hein. Pour une rivière qui se respecte, c'est une abondance presque nulle. Et les roselières amènent même quelques espèces plus rares, comme bien sûr la mésange à moustache. Voilà, il n'est présente que là. Alors, les oiseaux terrestres. Ben, le merle à plastron, qui, lui, tient le sommet. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça se reconnaît bien hein, quand ça chante au moment où on fait les comptes. Et donc, on en a entendu quelques-uns près des sources. Voilà. C'est vraiment l'oiseau euh, déjà d'une certaine haute montagne. Hein, voilà. Alors, au même endroit, on aurait, je n'ai pas mis la courbe, mais on aurait la courbe du pipis pioncelle. Il y a également le pipis pioncelle qui a une répartition limitée aux premiers 50 km. Pipis pioncelle, il y a eu un très bel article dans l'Auda récemment. Vous pouvez en profiter pour voir comment il habite les sommets du Massif central. Hein. Voilà, voilà. Le grand fou, c'est plus bas, ça. Il faut déjà des buissons, de la rocaille éventuellement ensoleillée, ça ne le dérange pas. Et là, il y en a jusqu'au puits, dans une zone de basse montagne et de collines. Euh, il, il est fréquent. Hein. On peut même apprendre à reconnaître son cri à force de le fréquenter, bien que ce ne soit pas facile. Il faut bien faire attention parce que même fréquent, il n'est pas toujours bien, il ne se montre pas toujours beaucoup. Hein. Voilà. Alors la mésange noire, ça c'est beaucoup plus facile dans les recensements. Là où il y a du conifère, il y a de la mésange noire, c'est vrai partout en France. On a des IPA qui atteignent 2, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'en chaque point, on a au moins 2 chanteurs de couple de mésange noire quand même. Alors il y en a partout, il y a beaucoup de conifères jusqu'au puits. Après, ça se raréfie parce que ce sont des pins espacés sur des versants. Et puis on peut en trouver en plaine s'il y a quelques plantations de pins, ça et là, et on peut avoir un couple de mésanges noires. Voilà. Mais ça reste l'oiseau des conifères en montagne. Le loriot est bien répandu. Alors, comme le martin-pêcheur, il n'aime pas l'altitude. Ce n'est pas question de poisson cette fois-ci, c'est probablement la température ou la végétation. En tout cas, il n'aime pas l'altitude. Si vous voulez, il y a le loriot, la perdrix rouge, la tourterelle des bois également. Ça arrêterait sa répartition vers 700 mètres d'altitude. Hein. Peut-être le bruit empoyé. Donc, il y a quand même une poignée d'oiseaux terrestres qui évitent l'altitude. Alors après, à partir d'arriver en plaine, même avant Roanne même, hein, dès qu'il y a une vallée un peu large, il y a du loriot dans la ripisylve. Il est fréquent. Ça et là, il peut même profiter des peupleraies, là où il y en a dans l'aval, pour maintenir son abondance. Et voilà. Donc, un oiseau qui est bien présent dans les ripisylves de la Loire. Alors, les prairies. Alors, le schéma de l'alouette des champs est intéressant. Là, il y a de l'alouette un peu partout parce qu'il y a quelques prés, des labours où elle peut quand même nicher un peu, etc. Mais il y en a en faible abondance. Un nipa souvent de moins de 1 ou autour de 1, et même encore moins ici. Par contre, quand on arrive, s'approche de l'estuaire, ou quand on arrive sur la haute montagne, on retrouve des prairies naturelles, des prés salés ou pas ici, et puis des prairies de montagne. Et là, l'alouette montre
vraiment une bien meilleure densité. Alors, c'est quand même un schéma intéressant. Et alors, ce n'est pas du tout un cas annuel, puisque en 90, en 2001 ou en 86, on a les mêmes distributions, hein, les mêmes distributions. Donc, ça semble être une constante. Bon, le tarier des prés va se trouver dans le même schéma. Il va un petit peu habiter les prairies du bas et puis beaucoup celles de la montagne. Alors, pour terminer, un mot sur les changements, puisqu'on a 4 passages sur 18 ou une vingtaine d'années. Voilà un exemple. Ça, c'était au bout de 3 passages seulement. Je n'ai pas retrouvé le schéma pour 4, mais ça n'aurait fait que progresser. En 89, en 90, disons, c'était le schéma, la courbe en bleu, là. Voilà. Il n'y avait pratiquement, encore pas de Grette sur la Loire, pratiquement. La Grette est venue du Midi. Elle a colonisé progressivement la France tranquillement. En Bourgogne, on ne l'avait pas il y a un siècle du tout. On a commencé à en voir il y a 50 ans. Puis maintenant, il y en a plein, hein. Mais en 20 ans, vous voyez, en vert, 96, elle avait déjà progressé, et en répartition et en abondance. Puis en 2001, c'était une explosion, il y en avait énormément. Bon, ça, on peut penser que c'est le climat. On peut penser. Alors, progression d'espèces thermophiles. On a également la progression du guêpier, comme partout. On peut mettre ces deux-là. Les grettes, je les ai mises dans les thermophiles, on pourrait discuter, mais c'est quand même. Elle n'aime pas du tout les hivers froids, etc. C'est quand même un oiseau du Midi. Voilà. Et on a la régression d'espèces montagnardes ou continentales qui avait été crainte par les ornithologues depuis un moment, puis qui s'est confirmée ici, notamment le bouvreuil. Alors, le bouvreuil, voici la colonne du bouvreuil. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais le nombre de stations. Alors, là, avoir les barycentres, les centres de gravité des espèces, c'est bien utile quand on veut faire ce genre d'analyse. Vous voyez, en 90, le Bouvreuil avait son barycentre au kilomètre 507. Il était au plein centre de la Loire. En 96, 400. Ensuite, 258. En 2011, 128. Sa distribution a remonté considérablement vers la montagne. Déplacement de pas loin de 400 km. Bon, alors, on peut penser qu'il n'aime pas tellement la chaleur, encore qu'il y en a en pleine, hein. Quand il avait son barycentre à 500 km, ça veut dire que à la Val d'Orléans, il y avait du bouvreuil dans toutes sortes de jeunes ripisylves, hein. Voilà, pas seulement un oiseau de la montagne. Bien. Alors, le Serancini, ça c'était moins prévisible. Il a, lui aussi, excusez-moi, il s'est déplacé vers la montagne, il a remonté son aire de répartition, moins 100 km. Alors, est-ce que la végétation, notamment la jeune végétation qui tend à disparaître vers l'aval, diminue son abondance vers l'aval? On ne sait pas, on n'a pas bon, les interprétations, toujours. Voilà. Il y a eu la pluie aussi, qui est remontée, je ne sais pas pourquoi, vers l'amont. Et puis, il y en a d'autres dont les centres de gravité sont repliés vers l'aval, comme la mésange à longue-queue. Elle est descendue dans la plaine, ou l'accenteur mouchet, qui sont des oiseaux qui affectionnent une végétation de même hauteur, à peu de choses près, hein. Donc, il y a peut-être question de modification de la végétation. Ça vaudrait le coup de regarder ça maintenant à nouveau. Bien, je dis ça pour moi. J'ai mis la mésange boréale entre parenthèses parce que on a si peu de contacts qu'on n'a pas de tests vraiment statistiques significatives, hein. Donc, d'où la parenthèse. Mais elle n'a fait que diminuer dans les 4 ans. Il n'y en avait presque plus la dernière année.
Ça aussi, ça va être à suivre. Elle pourrait disparaître complètement comme ailleurs. Et alors, plus original, si vous voulez, un autre facteur qui modifie les peuplements d'oiseaux, c'est l'évolution, le vieillissement des ripisylves. Alors, comment est-ce qu'on a mesuré ça? On a inventé un indice qu'on appelle l'IFOR, l'indice de forêt, si vous voulez, ce qui est en gris là. Pardon. L'IFOR a augmenté, c'est-à-dire que la forêt a vieilli, d'après les oiseaux, hein. Alors, on l'établit comment? On attribue à chaque espèce un indice qui traduit sa place dans la succession. Ça va de 1 à 6. Par exemple, espèce des milieux nus, ben, la bergeronnette grise, elle est là, hein. Voilà. Bon, des milieux herbacés, on va trouver, mettons, peut-être le brun jaune, etc. Et des buissons bas, la linotte, par exemple, typiquement. On va avoir la fauvette grisette ici, hein, en milieu herbacé, buissons bas. Des buissons hauts, ça va être la fauvette des jardins. Et puis des taillis perchis, ça va être davantage le centre de gravité de la fauvette à tête noire. Alors tout ça, on le connaît bien maintenant qu'on a eu des tas de successions qui ont été étudiées en France. Et en France et ailleurs d'ailleurs, hein. On a commencé avec Camille Ferry, qui avait sa première étude d'une superbe succession, puis ça a continué, on en a fait Forest-Citeaux, on en a fait ailleurs, Blondel en a fait, etc. Donc ça, on le connaît bien. Et on peut assez facilement, pour une partie des espèces, attribuer, leur mettre un numéro qui traduit leur place dans la succession, de plus en plus vieille. Voilà. Donc évidemment, le piquet-pêchette, les mésanges, elles sont là, hein, espèce des vieilles forêts. Et donc, en 4 ans, en 4 passages, eh bien effectivement, les espèces de vieilles forêts l'emportent progressivement, enfin un peu, sur toutes les espèces des stades pionniers de la forêt. Donc il y a de moins en moins d'espèces pionnières et il y a de plus en plus d'espèces de vieilles forêts. On n'a pas évidemment des mesures de ce vieillissement forestier, des mesures physiques de la forêt, hein, mais ça serait intéressant. Mais en tout cas, on a au moins ce qu'en disent les oiseaux, et voilà. Alors, ça voudrait dire que les ripisylves vieillissent, et puis qu'elles ne sont pas renouvelées à l'aval, oui, pas récemment renouvelées, disons. Oui. Alors, ça peut changer, il suffit d'une bonne crue une année pour tout rajeunir, mais pour l'instant, voilà où on en était. Et c'est un indice qui me semble fiable et qui est intéressant à suivre. Voilà. Bon, ben, je pense avoir fait le tour de ce qu'on avait pu tirer. Alors, les nombres d'espèces observées, eh ben, ils sont très constants. Ça, c'est remarquable. Le premier 146, deuxième 145, 150, quatrième 148. Pourtant, il y a chaque année des espèces qui disparaissent, d'autres qui s'amènent dans les comptes qu'on n'avait pas. Eh ben, malgré tout, le solde reste très constant. En cumulant le total, on a 174, mais il y en a qui ne sont observés que très rarement. Il y a des espèces envahissantes, il y a par exemple la bernache du Canada, etc. Il y a des espèces qui progressent comme le balbuzard, etc. Puis il y en a d'autres qui régressent, et puis au total, eh ben, ma foi, ça donne une richesse spécifique qui est extrêmement stable. Oui, extrêmement stable. Voilà. Cette dernière image, c'était pour montrer, si on peut, l'influence des plans d'eau. Voilà le barrage, l'emplacement du barrage de Grandjean, celui de Villeray, et ce que je vous disais tout à l'heure, les espèces aquatiques qui chutent au niveau des barrages, qui augmentent entre les deux, parce qu'entre les deux, la Loire court normalement, et puis elle est encadrée par les étangs, enfin encadrée, longée par les étangs du Forez, donc ça amène plein d'espèces. Là, on retrouve beaucoup d'espèces, c'est moins évident. Il y a une zone
avec des petits méandres, des prairies, etc., où il y a, par exemple, le courlis cendré, le dicnème. Il y a une zone où il y a des espèces assez rares qui se trouvent là. Et puis là, je pense que c'est la Sologne, dont le voisinage amène une augmentation des oiseaux doux sur la Loire. Ben, puis là, c'est l'océan qui nous amène des oiseaux marins. Voilà. Donc, on en a retenu, à force de faire des dénombrements par IPA, que la richesse spécifique, aussi bien sur un point que sur un ensemble de points, c'est un paramètre important à retenir. Donc, quand on fait des comptages, vous voyez, il y a non seulement l'abondance, mais la richesse spécifique, obtenue bien sûr par une méthode standard, hein, parce que faut se limiter quand on veut étudier la richesse, hein, il faut avoir un cadre. Et la richesse spécifique reste un indice intéressant à suivre également. Voilà, suivi des alors les collaborateurs, on en a dû en oublier, hein, le tout a été surtout cornaqué par Bruno Febvre, Jean Rocher et moi-même. On a eu un gros apport des Bretons pour faire des comptages IPA dans le Var. Régis Desbrosses de Bourgogne l'a aidé. On a eu Dora et Perret de la LPO Auvergne, David Journeau engagé plus, Vincent de Victor, ça plutôt pour des interprétations statistiques, etc. Bon, on n'a pas forcément mis tout le monde, mais on a eu. Alors, bien entendu, en dehors de ceux qui ne font que de la statistique, les autres, il faut qu'ils pratiquent qu'ils soient de bons compteurs d'oiseaux, qu'ils pratiquent les IPA de la même façon. Et au début, au moins, on avait fait des séances de mise en commun sur le terrain, notre façon de compter les oiseaux pour avoir un facteur personnel le plus réduit possible. Et il n'est jamais nul, mais réduit. Et donc, ça a fonctionné comme ça. Euh, alors, on se répartissait les points à faire euh, en fonction de l'éloignement du domicile et puis en y allant, par exemple, pour des périodes de 3 4 jours, quoi. Parce que il faut quand même, il faut un minimum de temps de transport. On ne peut pas aller à 300 km, faire 4 IPA puis rentrer le lendemain, c'est pas tellement rentable. Donc, c'était organisé. Voilà. Il faut en moyenne une demi-heure facilement pour passer d'un point à l'autre quand on a un point tous les 5 km. Il faut être au bord de la rivière, remonter à sa bagnole, retrouver une petite route, éventuellement passer un pont, etc. Aller, redescendre au point suivant. Euh, ça coûte volontiers parfois 40 minutes, rarement 20 ou 25 et souvent une demi-heure. Donc ça compte dans l'efficacité de la méthode. Ça nous confirme qu'il faut compter assez longtemps quand on a si longtemps pour gagner un point, pour en tirer un parti maximal. Il ne faudrait pas y rester que 5 minutes, par exemple. Ce serait euh, pas rentable, si vous voulez, hein. Et ça amène à dire on va faire 4 points dans une matinée, quoi, en gros. Voilà. Bien, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et si je peux répondre, je pourrais répondre à des questions.